Bonjour à tous, bonjour Madame Pécresse. Merci d'être resté après l'intervention du président de la République Nicolas Sarkozy. Nous allons parler d'un beau thème, le grand soir fiscal. Alors, jusqu'en décembre 2018, la France était connue pour son titre de vice-championne du monde des prélèvements obligatoires, juste derrière le Danemark. Mais après le pointage de l'OCDE réalisé juste avant Noël, Paris est passé devant Copenhague et l'Hexagone détient dorénavant la couronne mondiale avec un taux de prélèvement obligatoire qui, selon les statistiques, voisine les 45 ou 46%. Quant à son taux voisin, celui de taux de dépenses publiques, c'est pas mieux. Avec un niveau qui avoisine les 56 ou 57% du PIB, la France se dispute la première place mondiale avec la Finlande. Résultat, même si d'aucuns critiquent cette méthodologie de l'Institut bruxellois Molinari qui le calcule, la France est aujourd'hui le pays dans le monde où le jour de libération fiscale, c'est-à-dire le jour à partir duquel les Français commencent à travailler pour eux-mêmes, est le plus tardif dans l'année. Il est intervenu cette année le 19 juillet, une toute petite heure seulement après l'Autriche. Alors pour voir le verre à moitié plein, c'est 8 jours de mieux qu'en 2018. Et là, on peut remercier Gérald Darmanin parce que c'est une baisse significative en 10 ans, grâce notamment à la suppression du CICE en baisse, enfin la transformation du CICE en baisse pérenne de cotisations patronales et la suppression des cotisations salariales chômage maladie qui jouent à plein cette année. Mais on peut voir aussi ce résultat comme un verre à moitié plein, à moitié vide, pardon, parce qu'on reste bon dernier, avec peu de chances de rebondir dans les années à venir. Alors ce constat imparable fait qu'on colle en France le mot fiscal à toutes les sauces. On parle d'overdose fiscale, on parle de ras-le-bol fiscal, aussi d'indigestion fiscale, de dégelé fiscal, de dumping fiscal, de trop-plein fiscal, de pression fiscale, j'en passe et des meilleurs. Au point, d'ailleurs, jusqu'à rêver à intervalles réguliers d'un grand soir fiscal auquel tout le monde, surtout quand on est dans l'opposition, beaucoup moins quand on est dans la majorité, aspire. Et ce, même si ce terme, apparu à la fin du XIXe siècle, est fondamentalement lié à l'idéologie communiste. Alors pour faire un peu d'histoire de comptoir, cette expression marquait alors le lien entre communistes et anarchistes. Elle s'expliquait par les conditions de vie extrêmement précaires des ouvriers qui, à l'époque, rêvaient alors d'un jour nouveau qui renverserait non seulement le système capitaliste, mais également les normes sociales en vigueur. Je trouve particulièrement cocasse, pour ne pas dire osé, de parler du grand soir fiscal dans le temple du capitalisme, ici à Longchamp, à la REF, l'université du MEDEF, chez les entrepreneurs. Alors, c'est pourquoi nous allons parler de ce thème qui est le grand soir fiscal. Enfin, le grand soir fiscal inégaux devant l'impôt, ou alors de manière plus élégante et politiquement correcte, pour ne pas se demander à quand le grand soir fiscal. Qu'importe, la question est totalement légitime et toujours d'actualité, comme les Gilets jaunes, le mouvement des Gilets jaunes nous l'a rappelé ces derniers mois. Et c'est à elle que les 5 intervenants présents sur scène de cette plénière d'avant-déjeuner vont tenter de répondre. Et je vous les présente de suite. Alors malheureusement pour lui, il y a un accusé, il est au centre, c'est Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes Publics, ancien député, ancien premier vice-président des Hauts-de-France et ancien, pour ne pas dire également futur, probablement maire de Tourcoing. Face à lui, face à vous, monsieur le ministre, pour nous parler du grand soir fiscal et avouons-le, passer à la moulinette de votre action depuis 2 ans, vous allez avoir 2 Agnès très au fait de leurs chiffres, une de vos prédécesseurs aujourd'hui aux commandes de la première région d'Europe et un immense capitaine d'industrie, peut-être d'ailleurs le plus grand, entre autres connu pour son franc-parler. Alors tout d'abord l'universitaire. À l'extrême gauche, excusez-moi, c'est le placement qui veut ça, l'universitaire Agnès Benassi-Kéré, professeur d'économie à l'école d'économie de Paris et l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous êtes ex-présidente déléguée sous François Hollande du Conseil d'analyse économique, rattaché à Matignon et membre, entre autres, du Cercle des économistes et encore du très intéressant Conseil des prélèvements obligatoires. La seconde Agnès, ensuite, qu'on ne présente plus, qui est à ma gauche, Agnès Verdier-Molinier, la patronne de la fondation IFRAP, plus populaire que bien des ministres, l'égérie du libéralisme et star des plateaux télé, dont les succès en librairie font pâlir de jalousie n'importe quel romancier en quête de notoriété. D'ailleurs, votre dernier ouvrage est sorti il y a 1 an, il s'appelait « En marche vers l'immobilisme ». Ensuite, honneur aux dames toujours, Gérald Darmanin débattra encore avec Valérie Pécresse, bonjour madame, ancienne députée, ancienne ministre de l'enseignement supérieur sous Nicolas Sarkozy, mais surtout du budget entre 2011 et 2012, et aujourd'hui présidente de la région Île-de-France. Enfin,
pour représenter le camp de l'entreprise, et pas n'importe laquelle, Patrick Pouyanné, le PDG de Total depuis décembre 2015. Vous êtes d'autant moins illégitime pour parler de la thématique fiscale que vous avez commencé votre carrière en 1989 au ministère de l'Industrie, à Bercy donc, et que vous avez fait partie de plusieurs cabinets ministériels, celui d'Édouard Balladur à l'économie, puis ensuite vous avez dirigé celui de François Fillon en 1995 aux télécommunications, avant de rejoindre définitivement le privé en intégrant le groupe Elf en 1997. Alors après ces préliminaires, on va pouvoir passer aux choses sérieuses et attaquer la première partie de ce débat, dédié à un système fiscal encore à réformer un peu, beaucoup, complètement. Alors, on va faire un petit peu de constat et demander à Agnès Benassi-Kéré les raisons pour lesquelles vous pensez qu'une vraie réforme fiscale est nécessaire aujourd'hui et pourquoi le contexte international pousse une démocratie comme la France à le faire. Merci. Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. Donc effectivement, moi je représente le camp de ceux qui utilisent les recettes fiscales pour produire des biens publics, en l'occurrence des cours d'économie. Donc je voulais simplement vous rassurer sur le fait que parfois on utilise les recettes fiscales pour produire. Et j'ai environ 1000 étudiants par an qui passent entre mes mains, donc je n'ai pas l'impression d'être particulièrement inefficace dans cette activité. Donc je vais juste rappeler ça au départ et maintenant m'attaquer au sujet qui est l'enjeu de la fiscalité. Alors il faut rappeler que l'enjeu de la fiscalité, c'est de lever des ressources budgétaires en limitant l'impact négatif sur l'efficacité productive et en utilisant ces recettes en partie pour corriger des inéquités dans la répartition des revenus voulus par le marché. Alors pourquoi ça pose problème aujourd'hui ? Lever des ressources fiscales pose problème d'une part d'acceptabilité, mais d'autre part, je voulais souligner ce point-là, c'est l'ampleur de l'évasion, la fraude, l'optimisation. Il y a un certain nombre de rapports au niveau européen, c'est au minimum 1% du PIB qui se volatilise chaque année. Et quand on a ce chiffre en tête, ça n'est pas anecdotique. Ça n'est pas anecdotique. Alors, la presse met beaucoup l'accent sur l'impôt sur les sociétés. En réalité, la TVA est une source énorme d'évaporation. Donc, c'est un sujet commun à tous les pays européens. Certains ont bien progressé pour réduire cette évaporation, mais c'est un sujet qui est devant nous et qui conditionne évidemment l'acceptabilité de l'impôt. La deuxième chose, c'est l'efficacité productive. Alors j'ai conscience qu'ici, on est très sensible à ce sujet. Ça suppose une concurrence non faussée. Or, donc, les impôts de production en France sont particulièrement élevés. Les économistes tentent à aimer particulièrement peu les impôts sur le chiffre d'affaires et notamment le résidu de C3S qui a été pointé récemment par le Conseil d'analyse économique qui produit une imposition en cascade. Et bien que nominalement il ne soit plus imposé sur les PME, en réalité, indirectement, les PME en souffrent toujours par des effets en cascade à partir des grandes entreprises qui sont, elles, toujours imposées. Mais le sujet est beaucoup plus vaste. La CVAE aussi, le Conseil d'analyse économique, a montré à quel point il était distorsif. Cet impôt était distorsif. La complexité du système fiscal, bien évidemment, qui joue comme un coût fixe pour les entreprises et donc nuit particulièrement aux petites et moyennes entreprises. Mais à l'inverse, les économistes considèrent que le secteur productif bénéficie parfois de rentes qui peuvent être des rentes de localisation, des rentes d'accès à des ressources. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de difficulté à taxer ces rentes et c'est l'enjeu en particulier des taxes foncières. Et en plus de cela, il y a l'enjeu du pollueur-payeur. Aujourd'hui, on est beaucoup dans un monde où le pollué est payeur et donc il faut renverser la vapeur et aller vers le pollueur-payeur. Donc ça améliore l'équité, ça améliore l'efficacité du système productif. Quant à l'équité, on a un problème commun dans tous les pays européens qui est l'aplatissement des barèmes d'imposition et dans un contexte de forte élasticité des hauts revenus. C'est un phénomène mondial, sauf qu'en Europe, on a une ambition sociale qui est supérieure au reste du monde. Donc, il y a un enjeu très urgent de coordination. Alors, pourquoi on peut être raisonnablement optimiste ? Donc, l'Europe n'a pas brillé sur le passé sur l'harmonisation fiscale, et ça continue. Néanmoins, les choses bougent au niveau international. Aux États-Unis,
après FATCA, qui a fait bouger les Européens sur l'échange automatique d'informations, maintenant on a la réforme fiscale de 2017 aux États-Unis qui peut avoir un impact très fort, qui a impulsé un changement au niveau OCDE, donc avec des propositions OCDE sur l'imposition du numérique. On a devant nous, néanmoins, un sujet qui est un peu tabou, et je pense qu'il va surgir à un moment donné, qui sont les transferts entre les pays européens. Donc, les pays d'Europe de l'Ouest, dans le cadre du budget européen, financent des transferts au profit des pays d'Europe de l'Est. Très bien, c'est normal. Sauf que, quand on regarde les taux marginaux supérieurs d'impôt sur le revenu, eh bien, le taux maximum est de 57% en Suède et il est à 10% en Bulgarie et en Roumanie. Donc un jour, les pays de l'Ouest vont se rebiffer et vont dire « Très bien, nous voulons bien continuer à financer des transferts pour l'Europe de l'Est, mais à condition que les barèmes d'imposition soient plus progressifs en Europe de l'Est. Il n'y a pas de raison que les pauvres de l'Ouest financent, si vous voulez, des équipements à destination des riches de l'Est pour simplifier et me faire comprendre. C'est une question de compétitivité. Donc. Et la compétitivité, justement, merci Madame Agnès Benassi-Kéré, c'est également la problématique que vous avez, Valérie Pécresse, sur d'overdose fiscale que vous dites, sur la région Île-de-France, puisque vous avez une difficulté à pouvoir attirer les entreprises parce que le poids de l'administration et surtout le poids de la fiscalité est relativement dissuasive. Oui, moi, aujourd'hui, je ne vais pas faire de politique comme Nicolas Sarkozy. Je vais me contenter de vous parler de mon expérience de présidente de région. Il se trouve qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation très particulière qui est celle du Brexit et que cette situation du Brexit nous a amenés à travailler sur tous les atouts et tous les handicaps du territoire français pour l'attraction des investissements étrangers. Et donc, en Île-de-France, les premiers étaient à Londres pour essayer de convaincre un certain nombre d'investisseurs étrangers de venir s'implanter en France. Et donc, on a travaillé sur, évidemment, tous les petits cailloux, les petits boulets aux pieds que la France a en termes de compétitivité. Et de ce point de vue, je ne vais pas vous proposer le grand soir fiscal, parce que le grand soir fiscal, ce n'est pas très efficace, surtout pour une présidente de région. On est plutôt assez matter of fact, assez pragmatique. Je vais vous proposer 3 petits matins. Le premier petit matin, c'est effectivement, comme l'a dit Agnès Benassi-Kéré, sur les impôts de production. Quand je réunis toutes les entreprises, les filiales d'entreprises étrangères en France, elles me disent que ce n'est pas rationnel pour elles de proposer à leur conseil d'administration de créer des emplois supplémentaires en France. Et ce n'est pas rationnel parce que si on regarde la moyenne des impôts de production dans tous les pays d'Europe, la France a des impôts qui sont beaucoup, beaucoup plus élevés et qui sont très liés à la création d'emplois. Donc ça veut dire que les impôts de production sont un boulet pour la création d'emplois et qu'il faut qu'on arrête de faire le choix du chômage, donc il faut qu'on essaye de résoudre ce problème. Alors la C3S, moi je suis comme Agnès Benassi-Kéré, il faut qu'on la supprime complètement, c'est un impôt qui n'existe nulle part ailleurs. Alors ça coûte 4 milliards d'euros. Et on va me dire ça n'impacte pas beaucoup les PME, mais je suis tout à fait d'accord avec elle, ça les impacte par ricochet, parce que si un grand groupe crée moins d'emplois, où une ETI ne peut pas croître parce que justement il y a un impôt spécifique qui n'existe nulle part ailleurs, et ça aura un impact sur tout l'écosystème de PME. Et je peux vous dire qu'en Île-de-France, l'écosystème de PME vit avec un destin totalement lié à celui des grands groupes, des grandes filières, notamment des grandes filières de services, des grandes filières industrielles. Donc oui, il faut supprimer la C3S, oui, ça coûte 4 milliards, oui, il faut faire 4 milliards d'économies pour pouvoir la supprimer. Ça, c'est ma première proposition. La deuxième, c'est sur la CVAE. Alors la CVAE, on va me dire, ah là là, oui, il faudrait baisser la CVAE. Alors évidemment, je suis une collectivité locale. Moi, si on baisse la CVAE, il faudra m'expliquer comment on fait fonctionner les collectivités locales sans CVAE. En revanche, ça voudrait dire faire un transfert. Et ça voudrait dire faire un transfert sur une autre recette dynamique. Ce que propose le Centre d'analyse économique, c'est de transférer ça sur la TVA. Je vous laisse seul juge, en période de gilets jaunes, de la popularité d'une telle mesure. En revanche, il y a une proposition du MEDEF que moi je trouve tout à fait limpide, adaptée, justifiée et judicieuse, qui serait de remettre à plat tout le système des zones franches. Et de confier aux régions, Monsieur le Président, la capacité de faire des zones d'attractivité économique en pouvant moduler à la baisse la CVAE dans des territoires qui sont des territoires où nous avons une urgence à investir. Je vous prends l'exemple du Brexit.
80% des gens qui veulent venir de Londres veulent s'implanter dans un triangle qui va de l'Opéra aller jusqu'à Rueil-Malmaison, d'ici les Moulineaux jusqu'à Asnières. Ça n'est pas possible. On a une région de 12 millions d'habitants, on a des problèmes de transport, comme vous le savez. Mais pourquoi on a des problèmes de transport? C'est parce que les emplois se créent à l'ouest et que les habitants habitent à l'est. Donc moi, j'ai un impératif, celui de ramener de la création d'emplois dans des quartiers populaires, celui de ramener des usines dans le rural, et je n'ai pas la possibilité de moduler à la baisse la CVAE pour attirer justement et faire des packages aux entreprises. Je rappelle que si Euro Disney, Disneyland s'est installé à Marne-la-Vallée, c'est quand même qu'on a fait la plus belle niche fiscale sur mesure, qui est la TVA à 5,5 pour les parcs d'attractions à l'époque. Et que quand nous avons essayé de la supprimer, cher Gérald, on a, comme derrière chaque niche fiscale, il y a un chien, comme dirait l'autre, hein, on a eu un mal fou, on ne l'a pas supprimé du tout. Voilà. Donc le sujet aujourd'hui, c'est quand même que, comme Brooklyn, comme New York, comme Londres, on puisse, nous les régions, faire vraiment des baisses de CVAE ciblées pour rendre de l'attractivité à des territoires et créer de l'emploi dans certains territoires bien ciblés. C'est ma deuxième proposition. La troisième, c'est une proposition que j'avais faite à Nicolas Sarkozy quand j'étais ministre du Budget, qui avait été accueillie avec une indifférence polie. C'était l'idée qu'à côté de la stabilité budgétaire, qui était une règle d'or que nous avons mise dans la Constitution, on puisse mettre une autre règle d'or, qui soit la stabilité fiscale. Et cette règle d'or, alors, si vous me permettez une pointe d'humour, les chefs d'entreprise réclament de la stabilité fiscale. Si les impôts changeaient à la baisse, je pense qu'ils s'adapteraient à l'instabilité. Mais le problème, c'est que malheureusement, l'instabilité est souvent source d'augmentation et souvent source aussi d'une forme de rétroactivité qui ne dit pas son nom. Parce qu'on nous dit qu'il n'y a pas de rétroactivité fiscale, mais on sait bien qu'il y a des petites rétroactivités, c'est-à-dire que de temps en temps, vous prenez des décisions industrielles ou des décisions économiques, et puis un an plus tard, on vous change le régime fiscal, et donc en réalité, soi-disant, il n'y a pas de rétroactivité, mais en réalité, vous avez pris une décision dans un univers que vous croyez constant et qui change l'année d'après. Ça, c'est épouvantable. Et donc, une règle d'or, pas de modification d'impôts plus d'une fois dans un mandat et éviter au maximum tout ce qui peut être rétroactif. J'avais proposé ça. Je dois avouer que je n'ai pas eu énormément de succès, mais peut-être que ce gouvernement, cher Gérald, est beaucoup plus progressiste que celui auquel j'ai appartenu, et beaucoup plus proche des entreprises. Peut-être qu'il fera un mouvement. À défaut de l'inscrire dans la Constitution, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, sur cette même scène hier, a promis la stabilité fiscale comme tous ses prédécesseurs. Oui, mais ça, c'est des promesses, ça. Et ça, aux actes. En tout cas, il l'a fait ici. Oui, mais les promesses d'amour, c'est pas la même chose que des preuves d'amour. Il a promis d'ailleurs une baisse des impôts de production. Monsieur Pouyanné, justement, cette stabilité, cette instabilité fiscale, vous la vivez, vous vous en plaignez et vous vouliez en parler. Oui, je voulais en parler puisque je non-compétitivité prendre à son importante. mot, monsieur le maire, puisque moi je suis en train de vivre les conséquences d'une parfaite instabilité fiscale. Après avoir investi 300 millions d'euros pour construire une nouvelle usine dans ce pays, on nous change les règles fiscales et je me retrouve avec une perte de 80 millions d'euros sur 300 millions d'euros d'investis par an. Et un problème de survie économique du site. Je parle de la bioraffinerie de la Maine, que tout le monde m'a encouragé à faire puisque c'était une évolution de passer des hydrocarbures vers des biocarburants. J'ai fait l'erreur, nous avons fait l'erreur de faire confiance justement à une niche fiscale, puisqu'elle était officielle, hein, sur les biocarburants. Le Parlement, sans chercher à comprendre s'il y a de l'huile de palme durable, pas durable, durable ou pas durable, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, décide de la supprimer. Nous avons fini notre investissement et nous nous retrouvons avec 80 millions d'euros de résultats de moins, qui met en cause le site. C'est totalement absurde. Donc quand on me parle de stabilité, moi je suis en train de vivre la vraie instabilité sur un vrai investissement avec 300 personnes qui emploient direct et 1200 indirects sur la région de Marseille. Voilà auquel nous sommes confrontés. Je vais continuer à me battre pour le sujet. Alors l'absurde, c'est qu'on est en train de découvrir que comme la France, encore une fois, fait cavalier seul contre l'Europe, qui par ailleurs, eux, a une règle, et que d'autres pays européens ont le bon goût de suivre les règles européennes, on va se retrouver avec une usine en France qu'on va peut-être sauver en exportant sur des pays comme l'Allemagne, la Finlande et la Suède, qui, paraît-il, sont beaucoup moins écologiques que la France. Enfin, tout ça est absurde. Je vais continuer à expliquer tout cela. J'irai au Parlement. Il y a une voie possible. Encore faut-il que, quelque part, on soit cohérent. C'est ça l'instabilité qu'on va. Et quand on parle de ras-le-bol fiscal, je pense que profondément, c'est un problème d'instabilité, de prévisibilité, d'intelligibilité. Un rapport du Conseil d'État en 2008 disait qu'en moyenne, sur la période 90-2008, on changeait 20% des articles du Code des impôts par an.
Ça ne s'est pas arrêté malgré les promesses. Et ça va contre l'investissement, contre la confiance, et même les Français, les gilets jaunes, les bonnets rouges, c'est ça. Et on arrive, c'est un vrai problème pour la démocratie d'arriver à lire des enquêtes comme cet été où il y a un problème de consentement à l'impôt, qui est quand même le socle de base sur lequel fonctionne notre solidarité nationale. On devrait se poser des questions lorsqu'on ne prévoit pas à l'avance, lorsqu'on n'explique pas les choses. CF, les taxes sur les carburants, on se retrouve avec tout le monde dans la rue. Donc, alors ça m'a donné cet exemple beaucoup à réfléchir, parce que puisque j'étais invité là, je me suis dit, mais pourquoi on m'invite par provocation? Total est en permanence condamné à faire de l'optimisation fiscale. On paye quand même 1,7 milliard d'euros de taxes et de cotisations dans ce pays. Et au passage, on est vraiment stupide, parce que je voudrais juste un chiffre pour peut-être essayer de couper court à cette idée qu'on est somme des chefs de l'optimisation fiscale. Le taux d'impôt Total mondialement est de 39%. Celui en France est de 33%. Donc si je faisais vraiment de l'optimisation, je ramènerais tout en France, quoi. Je veux dire. Donc, et je paye 6 milliards en France, au monde. 6 milliards d'impôts mondialement pour un résultat qui fait 11 à 12 milliards. Donc je ne fais pas de l'optimisation fiscale tous les jours, donc finalement je vais être légitime. Mais alors le grand soir fiscal m'a donné quand même à réfléchir. Et j'étais dans un soir à un débat avec Gérald Darmanin qui m'a quand même, il me dit quand même, il a peut-être raison. Il expliquait quand même que dans notre pays, et c'est vrai, c'est l'histoire, on adore avoir des taux faciaux extrêmement élevés. 45% sur les transmissions de patrimoine, 35%. Et puis derrière, comme quand même il faut vivre, on passe notre temps à faire des niches. Alors tout le monde a sa niche. Et je suis sûr que dans la salle, ici, devant moi, il y a plein de gens qui ont tous leur niche. Et derrière, qu'est-ce qu'on voit actuellement? Chacun va défendre son bout de niche, dans une incohérence absolue. Et d'ailleurs, parce que une niche peut embêter un autre. Donc il y a des jeux, des lobbies, tout ça entretient beaucoup d'inefficacité collective, à mon avis. Et il me faisait remarquer que si on était capable, collectivement, de faire une réforme qui est à peu près l'essence de ce qu'a fait d'ailleurs Donald Trump, si on réfléchit bien. Je mets un taux unique et sans niche, le taux d'impôt sur les sociétés pourrait descendre, alors il y a plusieurs scénarios, disons en dessous de 15%. On devrait y réfléchir collectivement, parce qu'à 15%, la question des niches se pose moins. Moi, aujourd'hui, j'implante en ce moment des équipes en Suisse pour faire du trading, parce que j'ai un taux d'impôt de 10%, à Singapour de 8%. À 15%, on est dans un champ compétitif normal mondialement. Je voudrais quand même rappeler à tout le monde qu'en Europe, le taux moyen aujourd'hui est à 22%. Il va baisser à 20% puisque la France fait baisser le sien. Et donc avec notre 25%, si on y arrive un jour, parce que j'ai un doute pour les grandes entreprises, malgré toutes les promesses, ça, je suis même sûr qu'on n'y arrivera pas, même si au nom de la FEB, je réclame qu'on y arrive, mais bon, soyons de la réelle politique. Non, mais la vérité, c'est qu'on aura toujours le reste de l'Europe, dont la grande majorité est entre 15 et 20. Et ça, c'est un vrai problème. Parce qu'on est accusé, nous, grandes entreprises, au nom d'une espèce de morale, d'éthique, de choisir l'optimum fiscal entre des pays européens. Les GAFA, pourquoi vont-ils en Irlande plutôt qu'en France? Mais attendez, c'est quoi ça? Pourquoi les États européens, on veut construire une union, n'arrivent-ils pas au moins à se mettre d'accord sur un range, je ne sais pas, 15 à 20%? On l'avait fait sur la TVA, on ne le fait pas sur l'impôt sur les sociétés. Donc je pense que tout ça, c'est peut-être des théories très libérales, mais puisqu'on m'a proposé de parler, moi je pense que profondément, le patronat, plutôt que de se battre en ce moment sur chacun défendre sa niche, on devrait réfléchir à la courbe de l'affaire, je l'ai appris à l'école, elle a fonctionné dans plusieurs économies. Un taux plus bas, une assiette plus large, c'est plus juste, et fondamentalement, ça incite à l'investissement et aux embauches et à l'économie. Voilà ce que je proposerais. C'est peut-être simple, c'est peut-être un peu basique, mais je pense que, je le dis d'autant plus devant vous tous, que Gérald Darmanin, dans ce débat, m'a dit en aparté, mais vous savez, cette idée théorique, quand je réunis vos collègues du MEDEF, ils ne sont pas totalement d'accord parce qu'ils ont quand même des mandants. Alors je vois que le président Bézieux approuve mes propos, donc peut-être que je vous ferai progresser. Bon, c'est peut-être révolutionnaire, mais quand même, on devrait réfléchir à cela, parce que c'est le seul moyen également d'aller vers l'Europe. Et honnêtement, quand je lis dans un article de presse cet été, comme quoi la flat tax sur le patrimoine à 30%, qui unifie tout, se traduit par plus 20%, si bien compris, une vingtaine de pourcents de revenus de plus, mais bien sûr que ça marche. Arrêtons de croire. Et ce n'est pas seulement passer par des économies, se dire on va faire effondrer le système. On va pas faire effondrer le système. Si on passe de l'autre côté de la courbe, on donnera confiance aux gens, ils investiront, et du coup, la stabilité, on la retrouvera, avec le risque que le gouvernement suivant va remonter. Mais on retrouvera de la stabilité. On retrouvera. Donc moi, je ne suis pas tellement pour les niches. Par contre, il faudra quand même me régler mon problème de stabilité sur la MED pour M. Darmanin. Mais vous avez...
Mais vous avez raison, parce que vous n'allez pas vous faire que des amis sur cette scène ici, parce que beaucoup de monde dans la salle, notamment qui bénéficie du crédit impôt recherche, serait contre la suppression de cette niche. Et je crois que même dans les collectivités, et Mme Pécresse va vous répondre, elle est contre votre proposition d'ailleurs de flat tax à 15% sur l'impôt sur les sociétés. Mme Pécresse, rapidement. Non, mais le problème, c'est que c'est assez paradoxal de réclamer de la stabilité et de demander que toutes les règles du jeu changent et que tous les curseurs changent. Si d'un seul coup, mais la proposition est très audacieuse, mais en tout cas, ça ne peut être qu'un chemin. Parce que si d'un seul coup, vous dites à tous les centres de recherche de R&D qui sont implantés en France, ah ben, le crédit impôt recherche, que j'ai la fierté d'avoir triplé il y a 10 ans, que le crédit d'impôt recherche est supprimé, ça veut dire que tous les investissements qui ont été faits sur la recherche en France n'ont plus la même rentabilité. Donc, pardon de vous dire, mais un projet de recherche, ça se fait sur 10 ans. Non, mais j'ai beaucoup de chercheurs en France. Oui, mais vous avez aussi beaucoup de bénéfices. Il y a des startups qui n'en ont pas encore et qui font de la recherche et qui ont besoin d'investir de la recherche avant de faire des bénéfices et qui ne bénéficieront donc pas de la baisse de l'impôt sur les sociétés, alors qu'elles bénéficient aujourd'hui du crédit d'impôt recherche. La flat tax à 30% du patrimoine a été une vraie évolution. On a mis fin et tout d'un coup, on a retrouvé. Mais j'étais pour la flat tax sur le patrimoine, ça n'a rien à voir. Mais pardon, Monsieur Pouyanné, non, ce que je veux dire, c'est que c'est de l'instabilité que vous allez créer à court terme. Donc le problème, moi je suis très fière parce que l'Île-de-France, on a beaucoup travaillé sur le Brexit de la R&D. On est maintenant plus attractif en R&D en France que Singapour et Bangalore. Et c'est grâce au crédit impôt recherche, et c'est grâce au triplement du crédit impôt recherche qui fait de nous le premier site de R&D du monde. Voilà. Donc il y a débat et on voit que cette suppression du crédit impôt recherche, en tout cas, ne fait pas de l'unanimité. Je suis désolée, je me suis battue contre la suppression du crédit impôt recherche depuis 10 ans, parce que depuis qu'on l'a triplé, tout le monde veut. Mais au moins, ça supprimer, montre qu'il y a débat et que c'est compliqué. Agnès Verdier-Molinier, vous vouliez revenir, vous attarder un petit peu sur les différentiels de fiscalité entre la France et l'Allemagne, notamment pour les entreprises, et il n'est pas celui que le gouvernement se vante de dire. Alors, selon vous. Non mais on voit bien tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant qu'il y a un vrai débat permanent sur où en est-on sur notre fiscalité véritablement. Est-ce que le fait qu'on ait des niches, justement, nous permet d'avoir une fiscalité inférieure aux autres pays? Eh bien, la réponse en réalité est non. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que dans le débat public ces dernières années, on n'a pas arrêté de dire il y a des cadeaux aux entreprises. Des cadeaux sur le CICE, des cadeaux sur le pacte de responsabilité. Et moi, j'ai fait des dizaines et des dizaines d'émissions avec des personnes qui me disaient en face, et convaincues de ce qu'ils disaient, il y a 40 milliards de cadeaux aux entreprises. Vous ne vous rendez pas compte, c'est énorme, il faut qu'ils rendent ces 40 milliards de cadeaux aux entreprises, etc., etc. Et finalement, avec mon équipe de la Fondation IFRAP, j'ai voulu en avoir le cœur net. Alors, j'ai regardé en valeur les prélèvements obligatoires payés par les entreprises depuis 2011. Et ils sont passés de 393 milliards à 459. Et ça a pris un point de PIB. Alors, pourtant, ça comprend le CICE et le pacte de responsabilité. Alors, comment ça se fait? Parce qu'en réalité, on est le pays du bon taux. On est plus le pays du bon taux que le pays des niches et des crédits d'impôt. Et c'est ça qu'il faut comprendre en premier. C'est-à-dire que dès que ça baisse d'un côté, ça monte de l'autre. Il n'y a pas de cadeau. Les cadeaux n'existent pas. Ils ne peuvent pas exister d'ailleurs parce que de l'autre côté, on en parlera tout à l'heure, ce qu'il y a à financer ne baisse pas. Et alors, j'ai voulu aller plus loin parce que pendant la campagne de 2017, on avait fait tout un point sur la fiscalité, puis on se disait que peut-être que les choses allaient changer, peut-être qu'à un moment, la France allait baisser ses impôts, parce que vous l'avez rappelé, Marc, tout à l'heure, la France est le pays qui taxe le plus et qui dépense le plus. Mais je crois qu'il faut le redire et le redire en permanence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir raison non plus contre tout le monde. Il y a une raison pour laquelle notre taux de chômage est quand même 2 fois supérieur à la plupart des pays avec qui on est partenaire, notamment les pays du nord de l'Europe. Et là, il y a vraiment quelque chose qui m'a énormément frappée dans les comparaisons internationales. Parce qu'on peut constater qu'en valeur ou en part de PIB, ça augmente en France, ou alors que c'est stable, si on ne veut pas non plus grossir trop le trait. Mais j'étais persuadée, vraiment, que depuis 2017, depuis les statistiques 2014 sur lesquelles on avait déjà travaillé, quand on avait déjà un écart de 160 milliards avec les Allemands sur les impôts payés par les entreprises, c'est-à-dire que nos entreprises françaises, en 2014, payaient 160 milliards de plus d'impôts par rapport à leurs homologues, eh bien, je pensais que ça avait baissé, vraiment. J'en étais persuadée que l'écart était réduit. Eh bien, en fait, il n'en est rien. Il n'y en est rien, et c'est la même chose quand on regarde la zone euro. Si la France était la zone euro,
si les entreprises françaises payaient le même montant d'impôts qu'en moyenne zone euro, elles paieraient 105 milliards d'impôts en moins par an. 105 milliards d'impôts en moins par an. Et ça, je pense qu'il faut qu'on le mûrisse, qu'on le réfléchisse, qu'on se pose des questions. Parce qu'on peut toujours dire, ah bah oui, mais alors attends, on va baisser l'impôt d'un côté, la C3S d'un côté, mais on va augmenter les niches de l'autre, on va les raboter parce que quand même, on ne peut pas faire 3 milliards de cadeaux et sans les financer de l'autre, etc., etc. Mais je crois que ce n'est pas la bonne manière de raisonner. La bonne manière de raisonner, c'est se dire, attends, comment sont taxés nos concurrents, nos partenaires, avec qui, finalement, on se retrouve sur le marché pour vendre des produits sur lesquels, finalement, on ne va pas être compétitif parce que, derrière, il aura fallu payer une fiscalité plus importante. Donc, là, il y a un message qui est très important. Il y a deux pôles qui nous coûtent plus cher. Et vous, en tant qu'entrepreneur, vous le savez très bien, mais je pense qu'il faut quand même le rappeler. Le premier, évidemment, c'est les charges employeurs. C'est 11 points de PIB en France, en zone euro, c'est 7,9, en Allemagne, c'est 6,7. Alors on va dire, bah oui, mais c'est pas réparti pareil, c'est 75% de charges employeurs en France, 25% pour les salariés, puis c'est 50-50 pour les Allemands, etc., etc. On pourra ergoter infiniment sur le sujet. Néanmoins, c'est plus cher pour nos entreprises françaises, de l'ordre déjà d'une centaine de milliards par rapport aux Allemands. Et si on regarde les taxes sur la production, qui doivent être un des sujets majeurs de la fin de ce quinquennat. Les taxes sur la production, là, on est à une cinquantaine de milliards de plus que les Allemands. Et ça, c'est un sujet sur lequel il faut travailler. Et ce n'est pas simplement 3 milliards de baisse qu'il va falloir faire. Donc, je m'arrête là parce que la deuxième séquence, oui, une deuxième partie après. J'interviendrai un peu sur vos projets gouvernementaux, sur les entreprises. Mais jusqu'à maintenant, dans les statistiques que nous avons, il n'y a aucune baisse de fiscalité des entreprises. Et ça, je pense qu'il faut que chacun, tout un chacun, le comprenne, l'intègre, et qu'ensuite on se pose la question, est-ce qu'on a eu les bonnes priorités ? Pendant la campagne, les équipes d'Emmanuel Macron, en gros, ont dit la compétitivité des entreprises, ça a été résolu par François Hollande avec le CICE et le pacte de responsabilité. Mais en réalité, il n'en est rien. Et je me demande si on n'a pas eu, au départ, une erreur d'appréciation sur l'ampleur de l'écart qu'on a encore avec nos partenaires européens. Merci Agnès Verdier-Molinier. Monsieur le ministre, cher Gérald, je vous ai mis en dernière position pour répondre un petit peu, parce que je vous ai dit en introduction, vous étiez un peu l'accusé sur cette scène, puisque Agnès Verdier-Molinier dit qu'il n'y a pas de réel effort qui est fait sur la fiscalité des entreprises. Monsieur Pouyanné plaide pour une flat tax à 15%, mais qui nécessite une suppression des niches dont on ne voit pas le début du commencement. Et Madame Pécresse, notamment, voudrait avoir une modulation, de pouvoir agir sur et moduler le taux de CVAE dans son territoire. Ce n'est pas véritablement le sens de ce que vous avez fait depuis 2 ans, et vous êtes particulièrement concerné, puisque vous êtes ministre des Comptes publics, et donc c'est vous qui fixez les paramètres avec le Parlement de la politique fiscale en France. Alors, qu'est-ce que vous avez fait depuis 2 ans et pourquoi vous n'avez pas fait ce qu'on vous demande de faire ? Merci de votre invitation sympathique. Je pensais que Bruno Le Maire vous avait renseigné hier. Bon, d'abord, je voudrais vous dire qu'en propos introductif, moi je partage beaucoup de choses qui ont été dites, notamment par le président Pouyanné, j'y reviendrai. Et je pense qu'à part lui, il n'y a pas beaucoup de patrons très libéraux. C'est mon expérience depuis 2 ans. Puisque je constate que quand je discute avec des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, des gens qui mettent beaucoup d'investissements personnels, familial, professionnel, à créer de la richesse, et moi je suis très respectueux de ça, et heureusement qu'ils sont là, et c'est grâce à eux qu'il y a du travail, qu'on paye des charges et qu'on fait vivre le service public, c'est une chose très importante. Le pari libéral me paraît très intellectuel, très dans le discours et assez peu dans le concret. J'ai une bonne relation, me semble-t-il, avec le président Roux de Bézieux, qui d'ailleurs a remercié publiquement le gouvernement d'avoir mis en place l'impôt à la source. Donc je voudrais le remercier une nouvelle fois pour son partenariat, sans aucune sous-entendu, parce que les entreprises ont été très partenaires, Monsieur le Président, malgré les réticences de cette réforme de simplicité, qui n'est pas une réforme de baisse de l'impôt, mais de simplicité de l'impôt. En revanche, on peut avoir des différences, et on a parfois cette discussion, quand on parle des niches ou des réformes, le président Roux de Bézieux, ce qui est bien logique, dit oui, moi pour le principe en général d'accord, mais il y a des fédérations qui ne seraient pas favorables. Je pense par exemple au logement, aux travaux publics, enfin un certain nombre de partenariats sur lesquels le gouvernement a travaillé depuis 2 ans. Et en supprimant des niches, on a augmenté des impôts. La suppression de niches est une augmentation d'impôts, comme l'a très bien démontré
le président Pouyanné, on a parfois des difficultés à effectivement éviter la régulation. D'ailleurs, l'interpellation de Valérie au président Pouyanné était assez intéressante, puisqu'elle expliquait aux chefs d'entreprise comment il fallait faire de la recherche. Puisqu'elle disait, on va faire le crédit impôt recherche, il faut vraiment qu'on régule absolument. Les entreprises, si on baissait l'impôt, ne seraient pas capables de le mettre dans la recherche, puisqu'il faudrait une mesure fiscale et législative pour les obliger à le faire. C'est comme quand on a supprimé l'ISF, on a aussi supprimé la niche ISF-PME. Alors ça, c'est un grand moment de solitude. On a vu l'impact. On a supprimé l'ISF, qui était demandé par absolument tout le monde, en tout cas dans la famille politique auquel j'appartenais, et il me semble appartenir toujours, c'est-à-dire de croire à la liberté d'entreprendre et à libérer la fiscalité du capital. Il y a une niche qui s'appelait l'ISF-PME, et donc on payait moins d'impôts si les gens qui investissaient dans les PME, souvent par des intermédiaires, participaient donc à ce financement de l'économie. On a supprimé l'impôt, mais il fallait garder la niche. Donc en fait, on avait un gruyère, il y avait des trous dans le gruyère sur la démonstration du président Pouyanné, parce que le gruyère était un peu trop lourd, on a fait de l'idéologie, on a fait un impôt sur le capital, on a fait des trous parce que cet impôt sur le capital était totalement décourageant, et puis on a quand même supprimé le gruyère courageusement. On n'a plus beaucoup de salutations sur ce point, mais je pense que c'était une forme très efficace, à mon avis, pour relancer le capital et donc pour l'économie. C'est pas un impôt, madame, c'est pas un impôt pour l'entreprise, mais enfin, l'argent qui était payé par l'ISF, on peut espérer, en tout cas c'est le pari du gouvernement, qu'il aille dans l'économie productive. C'est pas une baisse d'impôt pour l'entreprise, mais c'est une baisse d'impôt pour le capital. Et qu'est-ce qui se passe ? On nous demandait de garder le trou du gruyère, parce qu'il fallait absolument garder la niche, parce qu'il y avait des intérêts derrière ça. Il y avait des gens donc, qui avaient bâti intelligemment d'ailleurs un modèle économique d'entreprise qui permettait de réguler l'argent. Moi je pense que si on est vraiment libéral, si on croit vraiment à la liberté des uns et des autres de faire les bons paris économiques, il faut aller dans la démonstration du président Pouyanné, supprimer le maximum de niches possibles. Alors évidemment, après, on a toujours, y compris lui-même d'ailleurs, défend une niche, ce qui est intéressant, puisqu'on est pris par nos contradictions et le gouvernement n'en est pas exempt, pour baisser au maximum les taux. Si je puis me permettre, Monsieur le Ministre, le rapporteur général du budget a fait un rapport il n'y a pas très longtemps sur les fameuses niches fiscales. Il y a 100 milliards de niches fiscales en France. Il a établi qu'il y en a à peu près 36 qui concernent les entreprises. Et s'il fallait et on ne pouvait réellement en supprimer qu'à hauteur de 1 milliard. Expliquez-nous, dans ce cas, comment on passe de 36 milliards de niches fiscales pour les entreprises et véritablement ne pouvoir en supprimer qu'à hauteur d'1 milliard. Mais moi, je ne crois pas du tout qu'on peut en supprimer qu'un seul milliard. Qu'on en supprime qu'un seul milliard à la fin, c'est un sujet politique. Moins cette année, a priori, on est plutôt sur 600 millions pour le PLF 2020. On est un peu plus de 2 milliards sur les 2 ans, puisque évidemment c'est progressif, et parce que derrière, il y a des secteurs économiques. Si je prends les travaux publics, vous pouvez décider, comme on l'a fait l'année dernière, un peu rapidement et un peu bêtement, de supprimer le GNR, le gazole non routier. C'est très bien de le décider ainsi, mais d'abord, il y a les entreprises qui n'ont pas forcément les moyens de s'adapter si vite. Et quand vous dites on taxe le gazole non routier, notamment pour ceux qui font des travaux publics, le Caterpillar n'a pas encore inventé la machine qui va aider la petite PME du nord de la France dans le bâtiment à s'adapter à un autre système. Donc il est tout à fait logique de prendre aussi du temps et discuter avec les acteurs. Mais sur le principe, effectivement, il y a 100 milliards de niches. 100 milliards de niches, hier et entreprises. 100 milliards de niches, c'est supérieur à ce que rapporte l'impôt de revenu en France. L'impôt sur le revenu, ça rapporte à peu près 75 milliards. Supérieur à ce que rapporte l'impôt sur les sociétés. On est tous concernés par les niches. Vous faites garder vos enfants, c'est une niche fiscale. J'ai même dit à M. Mélenchon... Je parlais des entreprises. C'est pour ça que j'avais ramené le débat au niveau des 36 milliards de niches entreprises. Mais la niche fiscale du particulier, elle bénéficie à des entreprises, à un secteur économique. On peut en discuter. M. Mélenchon, il est contre l'optimisation fiscale et quand il fait un don à la France Insoumise, il fait de l'optimisation. Il a une niche fiscale de 66% lorsqu'il le donne au parti. Il l'a moyennement apprécié, mais c'est tout à fait vrai. Donc on est tous pris par notre envie d'optimisation et on est pris en fait par quelque chose de doublement grave, qui est d'une part notre niveau de dépenses. Ça, c'est un point très important. Et on pourra en parler tout à l'heure. C'est bien de supprimer les impôts, mais il faut savoir ce qu'on baisse, sinon on creuse le déficit. Et on est pris par notre idéologie. Le plus grave étant sans doute l'idéologie. On pense tous qu'il faut faire des impôts très hauts, faire des exemples fiscaux. Et le gouvernement d'ailleurs a péché sur ce point quand il a fait la taxe carbone. Il a pensé que par la fiscalité, il allait changer les comportements. Ça peut arriver, mais manifestement, c'est de moins en moins accepté. Bon. On est pris par cette idéologie, donc des impôts très hauts, et comme on l'a dit tout à l'heure, parce qu'on est dans un monde réel, on fait des niches pour le rendre acceptable. Et d'autre part, mais c'est le point aussi qui en masse est le plus important, les dépenses. Quand Valérie Pécresse dit, et elle a raison, et Madame le dit également, que les impôts de production sont parmi les plus élevés, ils touchent notre industrie, dans ma région ils ont tué beaucoup d'emplois,
Et ils handicapent beaucoup les entreprises, notamment le secteur industriel. Pas simplement, mais aussi le secteur industriel. C'est tout à fait juste. Mais ce qui permet de dire qu'à part la C3S, qui est payée directement à la sécurité sociale, ce qui poserait d'autres questions d'ailleurs, comme on verse de l'argent pour les EHPAD, comment on accompagne le 4e âge, bon, enfin bref, on met ça de côté. La quasi-intégralité des impôts de production sont des impôts qui sont touchés par les collectivités locales. Et Valérie Pécresse dit dans le même discours, il faut baisser les impôts de production, ce qui est sans doute très vrai. C'est d'ailleurs ceux qui ont le plus augmenté, si on met la taxe foncière par les collectivités locales depuis 20 ans, quels que soient les gouvernements, c'est les impôts locaux qui ont le plus augmenté depuis 20 ans par rapport aux impôts nationaux. Et la différence, madame, avec l'Allemagne, c'est qu'en Allemagne, il n'y a pas d'impôts locaux. C'est des impôts nationaux payés localement. Donc si on avait la réforme fiscale allemande qu'on essaie de porter, puisque quand on dit qu'on supprime la taxe d'habitation et qu'on met de la TVA pour les départements, on essaye de faire un peu d'impôt national réparti localement, qui n'est pas du tout notre système fiscal aujourd'hui. Ces impôts locaux, si on les baisse, évidemment, c'est moins de recettes pour les collectivités. Et Valérie Pécresse te dit dans la même phrase, donc il faudra nous donner autre chose. Ce qui est d'ailleurs assez logique, si j'étais à sa place, je demanderais sans doute, parce qu'elle a d'énormes problèmes, j'imagine, de transport, d'aménagement du territoire pour la région Île-de-France. Et donc, autre chose, c'est quoi ? C'est des impôts nationaux. Et donc, c'est un petit côté chalukien, c'est un peu comme la niche fiscale. Ce qu'il faut absolument, c'est travailler sur c'est quoi notre modèle de société, j'en terminerai peut-être par là. On ne peut pas à la fois avoir le pays qui a 15% des dépenses de santé et sociale du monde, les dépenses publiques de la France, dépenses sociales, 15% des dépenses de santé et sociale du monde, et on est très attaché au système par répartition, notre assurance chômage, enfin tout ce qui touche évidemment à la santé et au système social, et en même temps vouloir une baisse d'impôts. Il faut qu'on se pose la question du modèle de la société dans lequel on veut vivre, et après faire l'arbitrage de fiscalité. Donc vous nous dites qu'on ne peut pas, en vérité, on fait ce qu'on fait, mais on ne peut pas aller plus loin, notamment sur les impôts de production. Si on ne les baisse pas, c'est la faute des collectivités locales parce qu'on n'a pas de ressources complémentaires à leur substituer. Non, je ne vous ai pas dit ça. Il y a un choix qui a été fait par le gouvernement. On pourrait considérer que ce choix, il est, dans un premier temps, la baisse de l'impôt sur le capital, en gardant un impôt sur l'immobilier identique. Il est critiqué d'ailleurs, ce choix. Mais il part du principe que l'immobilier n'est pas délocalisable alors que le capital est volatile. Et que d'autre part, ensuite, sans doute poussé un peu par l'opinion, mais aussi dans le programme du président de la République, une baisse d'impôt sur les ménages. La grande différence, Valérie Pécresse mise à part parce qu'elle gère un intérêt général régional, on va le dire comme ça, entre les commentateurs ou les analystes ou les chefs d'entreprise, et y compris d'ailleurs devant vous, et ça ne fait pas plaisir, c'est que vous défendez un intérêt qui est tout à fait compréhensible, qui est un intérêt d'entreprise, un intérêt patronal, et il est à entendre. Comme l'a très bien dit le président Sarkozy, il est bien sûr à entendre, et bien sûr ils doivent prendre des positions. La différence du ministre des Comptes publics ou d'un responsable politique, c'est d'essayer de gérer l'intérêt général. Et que je crois qu'il ne faut pas qu'il y ait, et j'ai beaucoup apprécié les propos du président du MEDEF, notamment dans son interview d'hier, mais en même temps, je veux dire, parce que j'ai cette discussion avec beaucoup de responsables patronaux, et pourtant je suis favorable à une forme de libéralisme, comme vous l'avez compris, on ne peut pas gérer le monde seulement son propre intérêt. Il ne peut pas y avoir un égoïsme qui est considéré que l'intérêt défendu est le seul si on était en responsabilité. Manifestement, le monde dans lequel on vit, c'est un monde qui est très mouvant. Et la crise des Gilets jaunes, elle a plein de ressorts, elle a plein d'explications. Je ne sais pas pourquoi exactement les gens se sont mobilisés et je ne sais pas exactement ce qu'ils voulaient. C'était parfois très contradictoire, il faut bien l'avouer. Mais ils ont rendu difficile l'investissement économique dans notre pays. Et si je compare par rapport au niveau européen, regardez l'Italie, instabilité politique, et ils empruntent, même avec des taux qui ont un tout petit peu baissé, à 1,5 quand on emprunte à taux négatif. L'Espagne n'a pas de gouvernement. L'Allemagne rentre en récession. L'Angleterre fait son suicide politique. L'INSEE, ce matin, vient d'expliquer qu'on ferait 0,3 de croissance au deuxième trimestre au lieu de la prévision de 0,2 du gouvernement. C'est-à-dire que même si tout n'est pas parfait, qu'il faut continuer à baisser les impôts, qu'il y a sans doute beaucoup de choses à réformer, qu'on ne baisse peut-être pas encore assez la dépense publique, attention simplement à ce que le devoir d'équilibre entre les Français qui souffrent, ceux qui ont des difficultés, et dont je crois que la résolution passe par retrouver du travail, on est tout à fait d'accord avec ça, et ceux qui peut-être demandent encore plus de baisse d'impôts, de libéralisme, ne crée pas la situation italienne qu'a évoquée le président Sarkozy, un pays fracturé, parce que devant, et j'en terminerai par là, la baisse d'impôts, la stabilité fiscale, je pense que ce qui est le plus important pour les entreprises, c'est la stabilité politique. Et heureusement, depuis le général de Gaulle, nous l'avons, et nous l'avons parce que nous sommes une démocratie qui essaye de tenir ce point d'équilibre. La stabilité politique, elle vient aussi de la satisfaction du public qui vote. Agnès Verdier-Molinier, vous voulez, et Valérie Pécresse, pour répondre, est-ce que vous êtes convaincu par ce que dit le ministre ? Je suis un peu gênée par le sujet intérêt général, dont on a l'impression qu'il a un peu le monopole de l'État. Et je ne suis pas tellement d'accord avec ça. Je suis désolée, hein, j'ai l'impression qu'on confond un peu les choses. J'aimerais qu'on parle d'intérêt de la France.
j'aimerais qu'on parle d'intérêt de nous tous. Et notre intérêt à tous, c'est qu'on ait un pays bien géré. Vraiment, s'il y a quelque chose sur lequel on doit se battre collectivement, tous ensemble, et sans arrière-pensée, sans idéologie, et sans chichi, et sans histoire de est-ce que tu es libéral, est-ce que tu n'es pas libéral, et toi, est-ce que tu es comme ci, et toi, est-ce que tu es comme ça. C'est vraiment où est-ce qu'on va tous ensemble. Et je peux vous dire que quand on regarde les chiffres, vraiment, sur nos finances publiques, sur l'état, finalement, d'un pays qui est surtaxé et qui, finalement, a autant de déficits et accumule autant de dettes, et peut se retrouver si facilement, et d'ailleurs Bruno Le Maire l'a dit là dernièrement dans la presse, que ça peut basculer très vite sur la question des taux d'intérêt, etc. Est-ce que notre pays est bien géré? Est-ce qu'on sait où on va? Est-ce que nos entreprises ont les clés, finalement, pour réussir, pour produire, pour créer des emplois? Parce que c'est ça aussi notre liberté. Notre liberté, c'est créer de l'emploi marchand, c'est créer finalement de la valeur ajoutée pour ensuite se la redistribuer. Et si on ne se la crée pas, eh ben on ne peut pas la redistribuer derrière. Donc, chaque fois qu'on regarde les chiffres, sur chaque gouvernement, et ce gouvernement aussi en fait partie, on se rend compte que chaque fois qu'on crée de la valeur ajoutée, il y a une énorme part qui part en impôts supplémentaires, de l'ordre de 74%. C'était le cas sous François Hollande, c'était à peu près le cas aussi sous Nicolas Sarkozy, malheureusement, et c'est encore le cas aujourd'hui. Et là, il y a un moment où il faut qu'on se pose les vraies questions et qu'on ne se cache pas derrière des faux semblants. Oui, c'est vrai, il y a trop de chômage. Oui, c'est vrai, il y a trop de pauvreté. Mais est-ce que ce n'est pas aussi la faute de notre modèle social? Est-ce que ce n'est pas aussi la faute de ce système qu'on ne réforme pas en profondeur et sur laquelle la transformation du modèle promise par ce gouvernement n'est pas intervenue? Alors, les deux anciens ministres du budget, enfin l'ancienne ministre du budget et l'actuelle n'est pas d'accord. Valérie Pécresse. Oui, moi j'ai trouvé totalement gratuite l'attaque sur le fait que je demandais aux chefs d'entreprise je disais aux chefs d'entreprise comment gérer leur entreprise, c'est absolument pas mon sujet. La différence peut-être entre Gérald Darmanin et moi, c'est que moi je fais ce pourquoi j'ai été élu, c'est-à-dire que je baisse les dépenses de la région. Je baisse les dépenses de la région, je les baisse en valeur, je les baisse en net depuis 3 ans et je crois que je suis la seule présidente de région à avoir baissé mes dépenses de fonctionnement depuis 3 ans chaque année. Et je le fais comment? Je le fais en supprimant des structures qui ont une utilité extraordinairement marginale. Alors ça nécessite d'évaluer les politiques publiques et ça nécessite de se dire que oui, l'argent public de temps en temps, il est mal dépensé. Il est dépensé à des endroits où il n'est pas utile. Vous parlez d'intérêt général, et quand j'étais ministre du Budget, j'ai fait la même chose, puisqu'en 2011, on a baissé les dépenses de l'État en valeur. Donc c'est possible de les baisser en valeur, c'est possible de ne pas augmenter chaque année les dépenses de l'État, mais ça nécessite effectivement, non pas de faire des rabots, mais de couper là où ça n'est pas nécessaire de dépenser. Et ça demande un certain courage. Ça demande aussi de supprimer des postes. Nous, à la région, on a supprimé des centaines de postes. Ça prend du temps, ça met 18 mois. C'est comme un plan social dans une entreprise. Et on en a les bénéfices qu'à la fin. Alors le problème, c'est de savoir si l'intérêt général dans notre pays, c'est pas qu'il y ait moins d'impôts. L'intérêt général dans notre pays, c'est pas que finalement on dépense mieux l'argent du contribuable et qu'on le dépense de manière plus efficace. Moi, je crois que c'est l'intérêt général. Et pourquoi je crois que c'est l'intérêt général qu'on ait moins d'impôts? Eh bien, c'est parce que je pense que derrière, il y a la question du chômage. Et qu'on ne peut pas à la fois expliquer qu'on veut lutter contre les inégalités, qu'on veut lutter contre la pauvreté, qu'on veut lutter contre toutes les fractures françaises et pas se mettre en situation de créer davantage d'emplois en France. Alors, c'est vrai que les chefs d'entreprise optimisent, que les chefs d'entreprise ne sont pas des philanthropes, mais s'ils optimisent, eh bien, ça veut dire qu'il faut qu'on soit, nous, dans des conditions optimales et qu'on crée, nous, les pouvoirs publics, un environnement qui soit optimal pour les chefs d'entreprise. Et pardon de le dire, mais après les baisses d'impôts du gouvernement d'Emmanuel Macron, eh bien, on ne sera plus médaille d'or des prélèvements fiscaux, on sera médaille d'argent. Il y a encore beaucoup de progrès à faire. Et baisser les dépenses de l'État, c'est possible. Si on baisse les dépenses des régions, si on baisse les dépenses des communes, eh bien, on doit pouvoir baisser les dépenses de l'État. Moi, j'ai plein d'idées maintenant que je gère mes 15 milliards régionaux sur comment il faudrait faire pour enfin baisser la pression fiscale dans notre pays. Monsieur Pouyanné, vous avez vu que c'est compliqué. Je ne vais pas rentrer dans le débat entre les deux anciens ministres du budget. Je ne l'ai jamais été, je ne le serai jamais. Pas encore ancien ministre du budget. Je n'ai pas l'aspiration. Non, je voulais plutôt charger de débat. Moi, je voulais profiter de cette tribune quand même pour lancer un deuxième point. Et j'écoutais Nicolas Sarkozy qui disait qu'on vit un choc démographique à l'échelle mondiale pour la planète. Je pense qu'on le vit aussi dans notre société française, puisque profondément, et qui pose un vrai problème d'équilibre de toute notre politique sociale et fiscale. On fait aujourd'hui reposer sur les actifs
et sur les entreprises l'essentiel des équilibres. Ce n'est plus possible de penser comme ça quand on voit l'allongement heureux de l'âge de vie, de la durée de vie dans ce pays. Aujourd'hui, on a des gens qui travaillent 35, 40 ans, et on a des gens qui vont vivre au-delà, 30, 35 ans. Je disais qu'en 2040, on en sera 5 millions de plus dans ce pays, dont 4 millions de plus de gens de 75 ans. Ça pose plein de problèmes de solidarité intergénérationnelle, et puisqu'on parle de réforme des retraites, et alors là j'en parle, c'est l'opportunité ou jamais, enfin, d'ouvrir un débat dans ce pays sur les fonds de pension. On ne pourra pas régler le problème des retraites uniquement en croyant qu'on fait vivre un régime de répartition et en l'appauvrissant. Ce n'est plus possible simplement à cause de la démographie. C'est la réalité auquel on fait face. Je pense que les Français le sentent de plus en plus. Ce sujet des fonds de pension, il est essentiel. Parce que lorsqu'on parle de la force du dollar, de la force de l'Amérique, c'est quoi aujourd'hui? C'est que ça fait 50 ans qu'ils accumulent des trésors et qu'une boîte comme BlackRock gère 5 000 trilliards de dollars de fonds de pension. Avec 5 000 trilliards de dollars, vous êtes au cœur, qui sont réinvestis dans les entreprises. Vous avez un capitalisme vivant, fort, et une monnaie qui domine le monde et les conséquences géopolitiques que nous vivons. Je pense que ce débat sur les retraites, je sais qu'encore une fois, je passe un tabou, on doit parler de ce fonds de pension. La loi Pacte a commencé à faire des timides avancées, mais très timides, pour essayer de favoriser l'épargne retraite. Si la réforme se met en place, une des conséquences, c'est qu'on baissera pour les cadres le plafond de la sécurité sociale à 3 passes, à 120 000 €. Il est évident que tous nos cadres, ce n'est pas seulement les dirigeants dont je parle, les dirigeants, je comptais de chapeau, mettons-les à part, ils ne sont pas à plaindre, de toute manière, ça va. Ce n'est pas le sujet du tout. Tous les cadres de nos entreprises, on va avoir un problème. Il faut absolument qu'on en profite pour avoir une vraie réflexion. On a besoin d'un cadre fiscal, social, pour pouvoir favoriser le capitalisme de nos employés, l'actionnariat salarié. Tout le débat, d'ailleurs, objectivement, aujourd'hui, sur les dividendes est absurde, parce que les dividendes que les entreprises versent, ce sont les retraites de demain de nos salariés. Il faudrait peut-être qu'un peu que donc je pense que ce débat de solidarité internationale, il est puissant. Il pose d'ailleurs un autre point, c'est la question de la transmission et des donations. Aujourd'hui, moi, je suis convaincu qu'une des choses qui ne marche plus dans notre société, y compris dans nos provinces, c'est que les gens, et je parle encore une fois pas des gens qui ont beaucoup d'argent, des gens n'héritent plus avant 50, 60 ans. Il n'y a plus de transmission de solidarité intergénérationnelle. C'est une des réformes, à mon avis, majeures, non pas d'ailleurs, je ne dis pas la fiscalité de l'héritage, mais de favoriser des transferts au moment où les gens en ont besoin. Et c'est notamment vrai dans nos territoires. Et ça, je pense que l'ISF, c'est très bien, bravo, mais il faut arriver à inciter et donc à aider la transmission vers les générations qui en ont besoin. Ils ont besoin d'être soutenus à 30 ans pour se loger, pour entreprendre, pas à 60 ans quand leur vie est derrière eux. Voilà, donc je pense qu'il faut qu'on puisse, je voulais juste dire, choc démographique, solidarité intergénérationnelle, il y a des choses, fonds de pension, transmission des patrimoines, ça me paraît très important. Merci. Alors juste avant de donner la conclusion à Mme Benassi-Kéré sur le modèle idéal qu'elle verrait, Gérald, pour répondre à M. Pouyanné, est-ce que c'est ce que vous voulez laisser en héritage avant de passer à autre chose? Une réforme, d'introduire la capitalisation dans cette réforme des retraites qu'on nous promet depuis 2 ans, et 2, de revoir la fiscalité de la succession pour permettre à ce que les donations se fassent à un âge plus tôt et que les gens n'héritent pas à 70 ans. Est-ce que c'est la trace que vous voudriez laisser aujourd'hui? Non, mais sur le premier point, sur les retraites, c'est un sujet très intéressant parce qu'on voit bien que sur 100% de dépenses publiques, il y en a plus de 50%, ce sont des dépenses sociales, et la moitié de ces 50%, c'est les retraites. C'est dû à plein de raisons. Notre système hérité d'accord entre les communistes et les gaullistes, une forme de corporatisme très partenariat social, une protection sociale très importante d'un pays qui a reconstruit avec une démographie qui était très différente, et aujourd'hui un allègement de vie qui fait qu'effectivement nous avons parmi les meilleures retraites du monde, pas les meilleures retraites du monde, mais parmi les systèmes socialisés, les meilleures retraites du monde. Donc c'est sûr que la réforme des retraites, elle pose des questions fondamentales de solidarité, de société, mais aussi de finances publiques. Alors, l'exemple des 3 passes, ces 3 niveaux de sécurité sociale à 120 000, c'est très intéressant. J'étais dîné à la FEP il n'y a pas très longtemps où j'ai croisé le président Pouyanné avec les dirigeants de la FEP pour lui dire qu'il faut absolument réformer les retraites, ce qui est tout à fait vrai, y compris pour les dépenses publiques par ailleurs. Ça pose la question du modèle de société dans lequel on veut vivre. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les parties des cadres, au-dessus, ce sera plus couvert par la réforme par points de Jean-Paul Delevoye. Donc ce sera un système qu'on pourrait appeler de capitalisation privée en tout cas. Voilà.
Et que m'ont demandé les dirigeants, M. le Président Pouyanné? Enfin, absolument une incitation fiscale pour les cadres, donc une niche. Donc c'est intéressant parce qu'on se pose toujours les mêmes questions, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Mais ce qui veut dire qu'on a toujours, autour de l'impôt, la façon de régler le problème de réflexe pavlovien, demander la niche pour une... Non mais, encore une fois, peut-être qu'on fera une incitation fiscale et qu'il faut le faire, et peut-être que c'est plus intelligent que les cotisations assurantielles. C'est un débat très intéressant à avoir. Mais en tout cas, on voit bien qu'on peut, dans le même dîner, avoir le combat des niches et la baisse des impôts, et en même temps en demander à la fin du dîner. Mais je pense que ça a été le cas de tous les ministres et de tous les dirigeants d'entreprise, quasiment depuis la création de l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés. Sur la question... très intéressante de l'héritage. Bon. On peut penser, si on est encore une fois dans l'idéologie, et c'est très intéressant d'en faire, que l'héritage, c'est à la fois quelque chose de très injuste de le taxer, parce qu'après tout, les gens ont bénéficié de leur travail et ils ont déjà été taxés dans leur vie par l'impôt sur le revenu et d'autres impôts, et qu'à la fin, taxer l'héritage est une sorte de double peine. C'est un point important, et on le pense spontanément, surtout quand on hérite. On peut penser aussi que c'est la meilleure des reproductions sociales, et que c'est une inégalité de fait, d'hériter ou de ne pas hériter. Et ce que dit le président Pouyanné, moi, ce qui me trouve très intéressant, c'est qu'il ne parle pas tellement de l'héritage, mais il parle des donations, il parle de la mobilité du capital, ou la mobilité de la propriété. Ce que Nicolas Sarkozy avait fait d'ailleurs. Ce que Nicolas Sarkozy et François Fillon avaient fait, qui a été malheureusement en partie retouché par le quinquennat précédent, et qui pose des questions très intéressantes, parce qu'effectivement, on vit de plus en plus tard, on achète sa maison ou son appartement de plus en plus tard, et donc effectivement, on hérite, en tout cas le modèle des années 60, 70, 80 est très bon. Alors c'est une discussion à avoir, sans doute que ce sera plus facile à faire sur les donations que sur la manip cotisation CSG, parce que c'était à peu près le même principe qui consistait à dire on va répartir du vivant les actifs plutôt que les inactifs. On voit bien qu'il y a des difficultés dans le modèle. Moi, j'ai proposé au président de la République, pour la suite du quinquennat, et s'il devait y avoir une instabilité fiscale à la baisse, qu'on puisse réfléchir sur la question des donations. Je suis assez peu enclin à aller vers l'héritage, parce que je crois que la question se poserait de savoir qu'est-ce qui est égal, qu'est-ce qui n'est pas égal, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et on fait beaucoup d'idéologie avec la fiscalité, malheureusement. En revanche, j'étais assez séduit parce qu'avait fait le gouvernement du président Sarkozy. Et avec Bruno Le Maire, on a proposé, alors ce ne sera pas dans ce projet de loi de finances, mais dès que nous aurons un peu de marge de manœuvre et vu les recettes qui rentrent et la croissance économique qui reste forte, et je veux dire à madame qu'on est à 44% de prélèvements obligatoires, on n'en est pas à 75% et on n'est pas obligé toujours de se battre sa coulpe, nous avons une possibilité, et encore faut-il que l'économie reste aussi active et grâce aux chefs d'entreprise, d'avoir un effort à faire, et je pense que l'effort sur les donations, la proposition du président Pouyanné me paraît frapper du coin du bon sens. Juste une petite réponse. Non, Madame sur la question des donations héritage, là on est encore dans le bon taux. C'est-à-dire qu'on dit ce qu'on va donner pour les donations, on va le taxer de l'autre côté pour l'héritage. Ça, on est non, je n'ai pas dit ça. Oui, c'est un petit peu ça. Donc, est-ce qu'on voit dans les annonces, et notamment jusqu'en 2022, et on a fait tous les chiffrages, on se rend compte que la baisse pour les entreprises, même à l'horizon 2022, elle sera très très faible. Madame, je crois, de l'ordre de 5 milliards d'euros maximum. Madame, je crois que si vous aviez vu le Christ marcher sur l'eau, vous auriez dit il sait pas nager. Non, je suis pas d'accord. Non. Oui. En réalité... Vous n'êtes jamais contente, mais faites attention, on se caricature à être jamais contente. Non. Je sais pas ce que j'ai dit. Vous savez, il y a quand même une logique permanente à dire d'un côté on monte, de l'autre côté on baisse, et à la fin du quinquennat, en 2022, la difficulté, c'est qu'on aura très très peu de baisse pour les entreprises et la compétitivité fiscale, ce ne sera pas améliorée. Il y aura une baisse pour les ménages, à peu près une vingtaine de milliards d'euros. Mais finalement, tout l'effort aura été fait sur la baisse de la fiscalité des ménages. Si, c'est ça la réalité. Et on n'aura pas financé par de la baisse de la dépense publique, on aura financé par de la baisse de la charge de la dette. Parce que toute la baisse de la charge de la dette, c'est ça la difficulté. Il n'y a pas d'effort sur la dépense et l'effort sur la fiscalité est uniquement sur les ménages quasiment, très très focalisé en tout cas sur les ménages. C'est dit. Madame Benassi-Kéré, la conclusion, est-ce que ça correspond à ce que vous imaginez? Alors, je vais essayer de vous réconcilier. Peut-être vous allez vous allier contre moi. D'abord, il n'y a pas de corrélation entre le niveau des dépenses publiques et la croissance. Je ne connais pas un article scientifique qui démontre qu'un pays avec plus d'impôts et moins de croissance sur le long terme. Donc, je pense que c'est un choix politique et l'économiste n'a rien à dire. Quel est votre niveau de dépense choisi? À ce moment-là, on va essayer de réfléchir à la répartition des impôts. Même si je suis d'accord avec Valérie Pécresse qu'il y a des économies d'efficacité
le Conseil d'analyse économique a fait beaucoup de propositions, donc venez me voir pour qu'on en parle. Alors, maintenant, je suis un peu gênée sur ce que dit Agnès Verdier-Molinier, sur l'antagonisme entre les entreprises et les ménages. Parce que les ménages, ils travaillent dans les entreprises. Et les économistes ne raisonnent pas du tout comme ça. En fait, je vais vous décevoir, mais pour un économiste, l'entreprise, ce n'est pas vraiment un acteur qui paye des impôts. C'est le lieu où se rencontrent le capital et le travail et qui sont tous les deux taxés. Et il y a des travaux qui montrent, par exemple, que l'impôt sur les sociétés, la moitié de l'impôt sur les sociétés est de facto payée par les salariés, sous forme de salaires plus faibles, d'emplois plus bas. Parce que, donc le mécanisme est tout simple, hein, vous montez l'impôt sur les sociétés, ça fait une baisse sur l'investissement, et la baisse de l'investissement, naturellement, entraîne une baisse de la productivité du travail et donc des pertes d'emploi ou des baisses de salaire. Donc c'est tout à fait mécanique, ça se comprend, et c'est empiriquement validé. Donc cet antagonisme, moi, je n'adhère pas du tout. Alors, je laisserai les cotisations sociales de côté, parce que, comme l'a dit Gérald Darmanin, une grosse partie de la différence par rapport aux autres pays, c'est la retraite. Et donc ça, c'est un choix, et donc c'est un sujet en soi, donc je le mets de côté. Et quand on regarde les impôts en France, donc je crois qu'on est tous d'accord, en fin de compte, pour dire qu'il faudrait tracer un chemin pour simplifier et réduire le nombre d'impôts, réduire le nombre de niches, mais bon, il faut quand même... Les zones franches, d'accord, mais est-ce qu'elles seront permanentes? Parce que si elles sont permanentes, si elles ne sont pas permanentes, ça pose le problème de l'instabilité possible. Et donc, la littérature économique n'est pas très favorable aux zones franches. Ça n'a pas très bien marché sur le passé. Ça ne veut pas dire que ça ne pourrait pas marcher sur le futur. Maintenant, donc, si on veut réduire le nombre d'impôts, il y a 5 impôts qui sont clés, hein, qui sont l'impôt sur le revenu des ménages et des entreprises. Et là, je ne suis pas très d'accord avec Patrick Pouyanné. Si on sépare le taux de taxation sur les entreprises, sur le bénéfice des entreprises et sur les revenus des ménages, à ce moment-là, il y a toutes sortes de comportements d'optimisation qui vont se mettre en place. Les pays qui ont une flat tax ont le même taux d'imposition sur le bénéfice des entreprises et sur le revenu. Alors, il y a la TVA, naturellement, qui a l'impôt le plus neutre possible, même s'il est régressif au niveau des ménages. Et il y a l'impôt sur le foncier, on n'en a pas beaucoup parlé, c'est très important de maintenir des impôts sur le foncier. La taxation sur l'héritage, je voulais dire un mot là-dessus. Il y a des propositions très innovantes de Tony Atkinson, qui est décédé malheureusement il y a quelques années, sur... En fait, il n'y a pas de différence, selon ces propositions, il n'y a pas de différence entre les donations et l'héritage. C'est-à-dire que vous êtes un individu, vous recevez soit des donations, soit de l'héritage, et au cours de votre vie, plus vous avez reçu, ça s'accumule sur un compte, et vous avez un taux marginal qui monte. Et ça, c'est une incitation de facto pour les personnes qui ont une fortune de la léguer au plus grand nombre possible d'héritiers, éventuellement pas dans leur famille. Donc une neutralité par rapport à ça, je trouve ça vraiment très intéressant, une réforme un peu innovante dans Alors les économistes sont les seuls en France à aimer l'impôt sur l'héritage. Et il y a les taxes comportementales dont on n'a pas parlé mais qui sont très importantes. Alors pour finir, je pense que le point essentiel, il a été mentionné, c'est la question de la transition. Et donc, on n'a pas de grand soir fiscal, c'est pas possible, mais on peut avoir en effet un chemin, comme disait Valérie Pécresse, en sachant où on va. Et j'ai l'impression que tout le monde est d'accord autour de cette table pour essayer de tracer un chemin avec donc une simplification, une suppression progressive des niches, avec comme la règle du grand-père qui peut nous aider à gérer des transitions, comme ça va l'être pour la réforme des retraites. Et par contre, un sujet qui n'est pas assez, disons, discuté de manière saine et non idéologique, c'est la répartition. En fait, il a été question du système allemand, qui décide des impôts locaux. Et ça, c'est une question absolument clé qui n'a pas été posée au départ des débats sur la réforme fiscale. Merci beaucoup. Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à tous les 5 d'avoir participé à cette table ronde sur le grand soir fiscal, dont on peut conclure qu'il n'est pas pour aujourd'hui. Merci à tous.